Alors, bon, bah, écoutez, je commence. Merci beaucoup pour d'abord me donner un temps de parole sur un thème aussi délicat, hein, qui sont une forme d'expérience humaine qu'on appelle les abductions. En écoutant l'intervention d'Antoine, moi, je pensais enfin, qui était très stimulante et merci beaucoup d'ouvrir la porte comme ça. Moi, ça m'évoquait une citation de Ken Wilber qui dit Nous sommes à un moment extraordinaire de l'histoire, car pour la première fois de l'histoire, nous avons accès à la fois à Freud et à Bouddha. Euh, donc, je remercie Antoine Bioy et l'Université Paris de m'inviter sur ce thème en particulier. Pour me présenter brièvement, donc je suis psychoclinicien, effectivement, spécialisé dans les états modifiés de conscience depuis une vingtaine d'années. Et c'est dans le cadre de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, que j'ai commencé bon, à accueillir un ensemble d'expérienceurs, des expériences exceptionnelles, qu'ils soient les expériences de mort imminente, les expériences psychospirituelles, les capacités psy, etc. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à accueillir les premiers témoignages de personnes exprimant avoir vécu des contacts dits ufologiques, et en particulier les abductions. Donc c'est de ça dont je vais vous parler, puisque je me suis concentré sur ces expériences pendant 6 ans, au travers d'à peu près une centaine de cas, essentiellement de France, à peu près 90% de la population, mais aussi au Mexique, puisque je vis entre les deux pays, et aussi des témoignages venant du Canada, du Maghreb, d'Afrique noire et d'Australie. Voilà, donc il y a une certaine homogénéité dans les expériences. Du coup, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ça veut dire que pendant 6 ans, il a fallu non seulement écouter, accompagner ces expériences, mais aussi évidemment les penser comme objet clinique. Bon, je vais préciser que je ne me dédie pas aux expériences d'abduction. Je me suis concentré dessus pendant 6 ans, et puis mon thème étant les états élargis de conscience ou états modifiés de conscience, voilà, je suis revenu à mon thème général, je dirais. J'ai concentré tous ces travaux dans un ouvrage qui s'appelle Clinique des abductions, et donc c'est le chapitre 1 en fait que je vais vous présenter. Alors, j'essaie de passer à la code d'après. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors, d'abord, on va commencer par situer cette expérience d'abduction. Alors, elle se positionne dans un continuum d'expériences que Heineck avait classifié en 72, qui sont les rencontres rapprochées ufologiques, hein, avec des ovnis. Donc, on parle de rencontres du premier type quand il s'agit de rencontres dans le ciel, rencontres du deuxième type quand l'objet laisse des traces enfin, sur le sol ou dans la végétation, ou des traces radars, des tracés radars, bien sûr. Ensuite, on parle de rencontre du troisième type quand le témoin parle d'une expérience de rencontre de l'OVNI avec ses passagers, d'où le film de Steven Spielberg, et de rencontre du quatrième type quand il s'agit des abductions, donc des personnes qui parlent d'expériences d'enlèvement ou d'autres types de contacts. Moi, quand je suis rentré dans la clinique de ces formes d'expérience-là, j'ai commencé à noter en fait qu'à partir de la troisième, du troisième, mais parfois dès le deuxième type, on rencontre l'apparition de dimensions psychédéliques dans l'expérience. Psychédéliques au sens où vont émerger des perturbations en quelque sorte de l'observation, liées à la conscience du sujet et des nœuds psychiques en quelque sorte, ou des problématiques psychiques, ou de la subjectivité du témoin, je vais dire comme ça. Et ça, évidemment, ça a attiré mon attention, puisque ça l'a placé dans une clinique des états modifiés de conscience, plutôt que de la positionner tout de suite dans la direction de l'ufologie, disons. Alors, le premier enjeu, ça a été de construire en quelque sorte l'abduction comme objet clinique en essayant de tracer un chemin qui se situe entre l'objet sociologique, disons, des abductions, entre évidemment la bande dessinée, la science-fiction, les groupes ufologiques, et puis les sectes, hein, toute cette imagerie sociale en quelque sorte de l'ufologie et puis des abductions. Et de l'autre côté, entre l'objet pathologique, en quelque sorte, c'est-à-dire
ces expériences décrites par les humains ne seraient qu'un objet pathologique déjà connu, tel qu'un délire psychotique, une paralysie du sommeil, etc. Alors, pour situer le scénario de l'abduction, alors c'est d'abord une expérience multiple, puisqu'il y a des différentes configurations. Souvent, on a l'image d'une personne qui serait dans son lit, entourée d'aliens, et puis voilà, est enlevée. En fait, c'est une expérience qu'on trouve partout, dans toutes les conditions. Les personnes décrivent ça au volant de leur voiture, à l'occasion d'une observation d'OVNI, décrivent ça pendant une promenade, réveillés, endormis, paralysés, non paralysés. Ils ont un souvenir ou pas. On a vraiment une hétérogénéité dans le scénario finalement. Euh, Simplement, pour tracer un peu un scénario type, la personne, donc, à l'occasion d'une rencontre d'OVNI ou pas, va, en état modifié de conscience, ça j'en reparlerai un petit peu plus tard, euh, vivre une expérience de rencontre avec des êtres aliens. Moi, je dis alien car le mot alien en anglais veut dire étranger, autre, et du coup, il n'y a pas à trancher ou à rentrer tout de suite dans une imagerie ciblée. Donc, vit une expérience d'être enlevé par ces aliens, généralement vivre des expériences liées à euh, voilà, des expériences médicales, des implantations, enfin, il y a toute une scénarisation là, et ensuite est restituée dans l'environnement dont elle a été prélevée, euh, reprend conscience d'une certaine manière, euh, et garde un souvenir ou non de l'expérience. Ça veut dire que parfois le souvenir s'échappe au fur et à mesure où la personne veut y revenir, donc qui est bien marqueur des états modifiés de conscience, ou alors n'en a pas du tout de souvenir, ou un souvenir très clair, situant pour elle un continuum d'expérience. Ça veut dire qu'il n'y a, pas pour elle de retour du souvenir, elle a une conscience claire de ce qui lui est arrivé, et une empreinte dans le corps, etc. J'essaie de passer à la diapo suivante. Alors, contrairement à ce qu'on pense, on se pense souvent que ça vient des USA, mais les premiers témoignages officiels d'abduction remontent à 57 au Brésil, et les témoignages viennent du monde entier, sur tous les continents, et autant des cultures modernes que des cultures traditionnelles. Il y a à souligner que l'expérience d'être enlevé par des êtres appartient à un schéma anthropologique qui traverse les époques et les cultures, puisque on retrouve à d'autres époques l'enlèvement, ou dans d'autres cultures, l'enlèvement par les fées, les gnomes, les djinns, etc. C'est-à-dire que c'est une expérience humaine qui, d'ailleurs, c'est un questionnement, est-ce qu'il s'agit d'une forme moderne de cette forme d'expérience humaine? Alors, l'abduction comme objet clinique, disons, a déjà été disons, explorée par plusieurs chercheurs. Je vais en retenir trois qui sont pour moi des recherches importantes. Le premier, évidemment, est celui de John Mack, qui était professeur en psychiatrie à l'université de Harvard. Et il a été le premier à étudier cliniquement l'abduction de 1994 à 2004. Je vais retenir deux idées forces de son travail. L'abduction n'est pas un trouble psychopathologique, au sens que ce n'est pas une psychose, ce n'est pas un trouble hystérique, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, mais une expérience qui a des conséquences traumatiques. L'abduction est à comprendre dans un paradigme de réalité multidimensionnel et conscientiel avec différents niveaux de réalité. John Mack dit, je ne dirai jamais, oui, il y a des extraterrestres qui enlèvent les gens, mais je dirais là qu'il y a un puissant phénomène incontestable dont je ne peux pas rendre compte d'une autre manière. Le deuxième chercheur, c'est Rick Strassman, qui a, dans les années 90, professeur de psychiatrie et de psychopharmacologie à l'Université de Californie à San Diego, qui lui est passé par un tout autre chemin, mais il n'était pas du tout en direction d'étudier les abductions, mais il a procédé à des injections de DMT sur des dizaines de témoins qui étaient des sujets expérimentés au voyage psychédélique. Et lors de ces expériences d'injection de DMT, une partie de ces sujets sont revenus avec des expériences d'abduction. Rick Strassman souligne que pour les sujets qui ont vécu des expériences de contact alien ou d'abduction à l'intérieur de leur expérience, donc pour des sujets expérimentés qui connaissent d'autres formes d'expériences psychospirituelles ou autres,
disent que là, tous les sujets étaient, disons, convaincus qu'il s'agissait d'un type de contact avec des altérités, des consciences autonomes. Et disait, plus on essayait d'ouvrir d'autres possibilités d'interprétation, plus les sujets on perdait l'alliance, puisque ça venait contrer leur expérience personnelle. La troisième recherche, c'est celle de Nestor Berlanda, qui est un professeur de psychiatrie à l'Université nationale de Rosario en Argentine, et qui a étudié depuis 1995 les cas de rencontres rapprochées et d'abduction en Argentine. Alors, comme c'est une culture qui est très proche du chamanisme, bien sûr que les croisements se sont assez rapidement faits dans l'esprit de Nestor. Donc, je retiens trois idées fortes. La première, c'est que les abductions sont liées pour lui à la conscience et dépassent tout à fait la question OVNI. Le deuxième, c'est qu'il y a une implication de la DMT endogène. Le troisième, c'est que c'est à replacer dans le paradigme d'une réalité multidimensionnelle qui convoque une transdisciplinarité. Ça veut dire qu'un psy seul, évidemment, ne peut pas répondre à cette question. Il faut des regards croisés de physiciens, d'ethnologues, d'historiens, etc. Il dit la réalité est bien plus complexe que ce dont nous pensions il y a encore 70 ans. Je crois que si nous pouvions aller au plus profond de nous-mêmes et qu'un astronaute pouvait aller au bout de l'univers, nos doigts pourraient se toucher. Je vais accélérer parce que je suis un petit peu en retard. Euh, alors, le tableau clinique de l'adduction, là, j'en arrive à mes travaux. Donc, il ne s'agit pas d'avoir seulement une personne qui raconte une expérience d'enlèvement, une expérience de contact alien. Donc, il faut rassembler tout un tas de signes cliniques. Alors, le premier, c'est en effet le souvenir d'une ou plusieurs abductions, qu'elles soient conscientes, qu'elles soient inconscientes, enfin, cette mémoire, qu'elle soit parcellaire ou complète. Le deuxième point, ce sont des observations d'OVNI, que ce soit de premier, deuxième ou troisième type, parfois en présence de tiers, et avec des marqueurs spécifiques qu'on retrouve vraiment dans le phénomène OVNI, enfin chez les témoins des phénomènes OVNI. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais bon, pour les intéresser, vous allez vers l'ouvrage. La présence de temps manquant objectivement confirmée, évidemment, dans les états modifiés de conscience, il y a des distorsions temporelles qui peuvent être plus ou moins fortes. Ce qui est intéressant dans l'expérience ufologique, c'est que ces temps manquants peuvent être objectivement confirmés. Ça veut dire que des tiers peuvent percevoir, par exemple, l'absence du témoin pendant un certain temps, ou eux-mêmes avoir perdu plusieurs heures dans leur emploi du temps, alors qu'ils ont la conscience d'une continuité de l'expérience. Par exemple, la personne conduit son véhicule d'un point A à un point B, sans du tout perception d'une perte de temps dans son expérience, mais avec parfois un grain de sable, disons, dans son trajet, et va se rendre compte qu'elle a perdu plusieurs heures. Les empreintes, des empreintes après induction, j'ai mis le mot empreinte, je pourrais mettre le mot impact, mais c'est le mot empreinte qui renvoie un peu aux enquêteurs, disons. Alors, des empreintes dans l'environnement physique qui peuvent être des déplacements d'objets, qui peuvent être, par exemple, la personne se retrouve dans son jardin alors que tout est fermé, toute la maison est fermée de l'intérieur. Ça peut être des traces au sol, voilà, tout un tas d'empreintes physiques. Des empreintes corporelles. Les pourcentages, ce sont les pourcentages des personnes que moi j'ai rencontrées, ce pas des pourcentages officiels. Donc, dans 28% des cas, des traces corporelles. Des empreintes émotionnelles ou un impact émotionnel qui est placé en mémoire explicite ou implicite. Ça veut dire que la personne a un souvenir conscient de l'expérience ou va réagir à des traces qui sont en fait inconscientes. Un syndrome psychotraumatique dans 57% des cas, avec ou sans souvenir associé. J'ai précisé que c'est une clinique qui se rapproche des cliniques de viol sous GHB. Les personnes qui ont subi un viol avec la drogue du viol, disons, et enfin, dont le traumatisme est tellement dissocié que la personne ne peut pas relier de représentation psychique au syndrome psychotraumatique. Et on retrouve mêmes syndromes en fait dans les abductions. Un choc ontologique qui a été décrit par le psychiatre John Mack dont je parlais tout à l'heure, qui correspond, disons en deux mots, au choc lié au niveau d'étrangeté de l'expérience.
des empreintes cognitives ou un impact cognitif, de la dissonance cognitive à l'effondrement de paradigme, tout simplement chez des personnes pour qui il n'y avait pas ça n'entrait pas dans leur conception du monde, voire c'était opposé à leur conception du monde, et qui évidemment gardent la trace et qui doivent l'intégrer cognitivement. Des empreintes énergétiques qui peuvent être des perturbations des écrans, des ampoules, etc. autour d'eux. Et puis, un dernier point qui me semble vraiment fondateur, ce sont des empreintes ou un impact transpersonnel, c'est-à-dire que ça emporte, disons, la personne dans un processus initiatique qui est comparable à l'après-coup des expériences de mort imminente, avec éveil des capacités psy, des capacités de guérison, des métagnomies, qui est un peu l'ancien mot, mais pour des connaissances non ordinaires, disons, un éveil de soi au-delà de l'ego et une conscience écologique et altruiste, disons, qui s'éveille. Euh, les, cinquième point, des antécédents d'expériences exceptionnelles et des phénomènes parapsychologiques qui précèdent, en fait, qu'on retrouve parfois depuis l'enfance, comme le psy réceptif, dans 91% des cas, les sortir du corps, dans 57%, ce qui est énorme, plus de la moitié, des expériences psychospirituelles pour une personne sur deux, etc. Le sixième point, d'autres membres de la famille sont concernés par les expériences d'abduction, de rencontres rapprochées. On peut trouver ça chez les parents, chez les grands-parents, des oncles et tantes. Enfin voilà, c'est distribué dans la famille. Et ensuite, quand il y a des enfants, les enfants sont généralement concernés. Le septième point, l'isolement social du sujet, qui est pas évidemment pour ça parlable, euh, mais l'isolement social du sujet, c'est la conjugaison de facteurs qui sont d'un côté le syndrome psychotraumatique, qui fait qu'on retrouve évidemment la conduite d'évitement, ça veut dire que la personne ne veut pas se confronter à la source du trauma, donc va éviter le sujet et les thèmes. D'ailleurs, hein, on trouve beaucoup d'abductés qui fuient comme la peste les ufologues parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à cette question-là. Donc d'un côté, il y a l'évitement du trauma, et de l'autre côté, il y a les réactions sociales de rejet, de dérision, y compris par les professionnels, du thème lié à l'abduction. Alors, rejet, dérision, mais aussi pathologisation, ou rapt de leur expérience par les ufologues qui vont attraper l'expérience pour en faire un objet ufologique sans considérer que c'est d'abord une expérience subjective. Donc tout ça crée un isolement social, parfois un enquistement des psychotraumatismes et une souffrance psychologique additionnelle liée au rejet social ou l'impossibilité de partager ça. L'ensemble entraîne un glissement vers des troubles anxieux, anxieux-dépressifs ou dépressifs, et chez les adolescents ou des personnalités limites ou des familles carencées, le risque de cet isolement, c'est un glissement, j'ai mis le mot schizoïde, hein, c'est-à-dire vers des théories bizarres, conspirationnistes alimentées par les réseaux sociaux et les ufologues, certains ufologues. Au niveau du diagnostic différentiel, désolé d'aller vite, hein, bon, il faut différencier l'abduction de l'expérience de paralysie du sommeil, des faux réveils dans le rêve, de l'épilepsie temporale, du syndrome psychotique ou des syndromes psychotiques, des troubles de la personnalité, mythomanie, hystérie, etc., du syndrome du faux souvenir, du souvenir écran. Je n'ai pas le temps de développer chaque point, hein, comme on fait le diagnostic différentiel, mais globalement, je dirais que, par exemple, la paralysie du sommeil est écartée quand la personne était réveillée au volant de sa voiture. Voilà, donc pareil pour chaque point, il faut considérer l'ensemble du tableau clinique et pas seulement se focaliser sur l'expérience pour absolument démontrer que c'est autre chose que ce dont nous témoigne la personne. Et puis au niveau de la clinique transculturelle ou transpersonnelle, la différencier des phénomènes d'emprise ou de antispirituel, des expériences psychospirituelles variées ou archétypales, des entités spirituelles traditionnelles, justement les djinns, les succubes, etc. Alors, dans quel monde se déroule l'abduction? C'est-à-dire que, en gros, évidemment, quand on est confronté aux témoignages des personnes, en tant que clinicien ou même en tant qu'auditeur, bien sûr, la première chose qui vient, c'est est-ce que l'expérience est réelle? Est-ce qu'elle est imaginaire? C'est de quel territoire? Alors, quand on écoute euh, suffisamment d'expérienceurs, euh,
Voilà. Bon, les premiers territoires, j'ai moi discerné 4 territoires. Le premier, c'est les territoires, disons, exogènes, matériels et objectivables. Par exemple, cet homme qui est dans sa véranda dans le sud de la France, c'est l'été, et il entend du bruit dans sa cuisine. Et comme il est karatéka, il se lève avec vraiment l'envie de, euh, disons, se battre avec un intrus hein, dans sa maison, puisqu'il entend clairement des bruits et une présence dans la cuisine. Et au moment où il arrive dans la cuisine, il donne un coup de pied dans la porte pour surprendre l'intrus est prêt à se battre. Et au moment où il ouvre la porte de sa cuisine, il voit un alien dans sa cuisine et l'alien se tourne vers lui et son regard, il est pris par son regard et il me dit c'était comme un choc psychique. Tout à coup, je perds conscience, je tombe et je vais me réveiller quelques heures plus tard, couvert de traces sur le corps et complètement choqué par cette expérience. Donc là, quand j'interroge moi cet homme, il n'y a pas pour moi de marqueur d'état modifié de conscience dans son récit, pas disons pas à cet endroit-là du récit. Du coup, j'ai pas de raison, moi, d'invoquer une expérience endogène où, évidemment, il ne présente pas de psychopatho. Enfin, je renvoie au diagnostic différentiel que j'ai lancé tout à l'heure. Deuxième forme d'expérience, ce sont les expériences type endogènes, donc qui se passent, semble-t-il, à l'intérieur du sujet, donc voir les travaux de Rick Strassman sur la DMT. Des personnes peuvent en raconter en rêve, en transe, etc. Et troisième type de territoire, ce que j'ai appelé les territoires hybrides, où il y a une matérialité du phénomène, mais c'est complètement brouillé par beaucoup de marqueurs psychédéliques. Par exemple, cette femme qui va se réveiller en pleine nuit, on pourrait penser à une paralysie du sommeil, mais elle n'est pas paralysée, elle se réveille, et tout à coup, elle est réveillée par des bruits, et tout à coup, il y a des êtres qui vont, enfin, elle voit au niveau de son mur, le mur s'ouvrir, et des êtres qui traversent le mur, et tout à coup, une paralysie arrive au moment où il s'approche d'elle, euh, mais ces êtres ont une tenue de plongeurs sous-marins, donc sont humanoïdes avec une tenue de plongeurs sous-marins, et vont lui plonger les mains dans le ventre et retirer quelque chose, puis repartir par le mur. Et là, évidemment, bon, je suis obligé d'aller vite dans ce cas-là, mais on voit qu'il y a une espèce de, comme disait Michel, de festival d'absurdité dans le récit qui pourrait paraître délirant ou complètement endogène, mais il y a des marqueurs extérieurs qui laissent penser que l'expérience avait une objectivité, mais qu'elle est, je dirais, polluée ou complètement brouillée par des phénomènes qui appartiennent à la subjectivité du témoin, puisque quand on va un peu explorer le sens pour elle de cette femme, comme pour analyser un rêve ou un état modifié de conscience, il y a évidemment beaucoup d'informations qui émergent. John Mack disait les frontières entre fantasme, métaphore et réalité matérielle deviennent floues dans ces formes d'expérience. Je vais accélérer encore. Le quatrième point, ce sont les expériences de type éthérique que des personnes nous rapportent après des expériences de sortir du corps. Donc des contacts, des rencontres en sortir du corps. Alors, comment on devient abducté, en quelque sorte, c'est-à-dire les portes d'entrée. J'en ai observé 3 par hérédité, par choix des aliens, on peut dire, ça veut dire que c'est l'OVNI qui arrive, euh, ou par l'apport des états modifiés de conscience. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 portes, on les retrouve traditionnellement comme les 3 portes de l'entrée dans les initiations chamaniques, puisqu'on peut être chaman parce que le parent était chaman, par le choix des esprits, c'est-à-dire c'est eux qui vont nous l'imposer en quelque sorte, ou par un choix initiatique personnel qui va passer par les états modifiés de conscience. Alors, j'ai regardé l'abduction, hein, une fois que, bon, voilà, dans une centaine de cas, on a le temps de regarder quand même un processus général. Donc, au travers des processus de contact tels que modélisés par la Gestalt psychologie, donc en vert, vous avez les phases de contact, pré-contact, engagement, contact, plein contact, les engagements post-contact qui se passent quand on rencontre quelqu'un. Hein, bonjour, comment allez-vous, le pré-contact, l'engagement, voilà, on commence à discuter, on rentre dans le vif du sujet d'une certaine manière. Ensuite, on se dit au revoir et puis on digère dans le post-contact l'expérience, on l'assimile. En bleu, vous avez donc pour les commentaires pour l'abduction. Donc, le pré-contact peut avoir lieu par voie endogène, c'est-à-dire par des rêves, par un pressentiment que quelque chose va arriver, par des manifestations internes, ou exogène par des phénomènes dans la maison qui précèdent en fait l'arrivée. Donc, ça peut être des phénomènes type psychokinèse, des manifestations sur
d'écran d'ordinateur, des événements étranges, comme si une perturbation commençait à arriver avant même l'entrée dans le phénomène. L'engagement dans le contact est souvent ostentatoire, ça veut dire qu'il va capter l'attention, hein, comme on le ferait en hypnose, par l'arrivée de lumière ou d'un ovni, quelque chose qui vient saisir l'attention et fait basculer justement, comme disait Antoine dans sa définition de la transe, fait basculer le sujet dans un autre état de conscience, dans lequel il peut perdre conscience ou garder conscience. Puis il va vivre l'expérience d'abduction, avec choc ontologique, trauma lié à une altérité radicale, hein, le contact d'une altérité radicale qui marquait ce que John Mack appelle le choc ontologique. Et ce contexte-là fait que j'ai commencé à regarder les éléments psychédéliques de l'expérience comme une tentative de la psyché de créer comme un amortisseur ontologique, ça veut dire mettre quelque chose entre soi et la violence de l'expérience de l'altérité. Le troisième temps, c'est le dégagement du contact, qui peut, c'est-à-dire que la fin de l'expérience de rencontre, où il y a souvent une perte de conscience. Et ensuite, il y a la phase de post-contact, c'est-à-dire que la personne revient dans la réalité ordinaire, où là, il y a élusivité, que les parapsychologues ou les ufologues connaissent très bien, c'est-à-dire que les traces laissées sont rarement définitives. Ça veut dire qu'il y a toujours sujet à du doute au niveau des traces. Le deuxième point, c'est que l'assimilation de l'expérience, elle est rendue délicate par l'amnésie, ce que je vous disais tout à l'heure dans le parallèle avec les viols sous GHB, puisqu'il y a des résurgences de flash traumatiques qui sont créées par des situations cibles, disons, qui vont faire remonter des revécus traumatiques, mais sans pouvoir le réassocier à des thèmes. Ou alors en le réassociant clairement à un thème, quand le souvenir est là. Voilà, les empreintes peuvent avoir fonction de rappel. Bon, ça, je ne peux pas développer ça, malheureusement. Et font entrer, en tout cas, le sujet dans un processus initiatique qui est, pour moi, un élément central. L'évolution de l'expérience. Donc, j'observe que l'expérience, quand elle est bien accompagnée, ça veut dire dans un espace clinique respectueux des croyances de la personne et puis de son évolutivité personnelle, peut évoluer selon 4 axes par mon regard. Disons, le premier axe, c'est le trauma, qui va se transformer de trauma désorganisateur, en quelque sorte, en trauma organisateur, qui va faire grandir la personne, généralement, qui va évoluer vers le chamanisme, vers de la guérison, de la voyance, etc., etc. Deuxième point, au niveau du sens de l'identité personnelle, la personne passe d'un sens de soi personnel à un sens de soi transpersonnel. Au niveau du sens de l'altérité, il passe du choc ou de la terreur ontologique jusqu'à des formes de relations dépassant même la relation intersubjective, vers des formes de relations non duelles, l'altruisme. L'interaction avec le phénomène évolue elle aussi, puisqu'on passe d'expériences d'enlèvement, même si ce n'est pas toujours des enlèvements, vers expériences de contact intriquées, des enseignements, des informations, etc. Voilà, je suis obligé d'aller vite vers mes conclusions. Donc, il ne faut pas ni coller au récit de l'abduction en disant c'est 100% exogène, extérieur, matériel, ni réduire l'abduction à une simple expérience psychologique. On dirait que c'est 100% endogène. Ce modèle qui bipolarise le réel entre soit c'est exogène, soit c'est endogène, semble être le frein bien souvent à une compréhension et entrer plus profondément dans l'expérience des sujets. Donc, ce qui va être plus aidant, c'est d'adopter justement un modèle multidimensionnel et conscientiel de la réalité qui apporte plus de clarté à la fois pour l'abducté lui-même, mais à la fois pour le physicien, pardon, pour le clinicien, pour le physicien, pour l'historien, puisque vraiment ce type d'expérience, comme d'autres, appelle à une approche pluridisciplinaire et transdisciplinaire. Deuxième point, de conclusion, c'est que l'abduction est une forme d'expérience initiatique spontanée, donc initiatique, et qu'elle nécessite un cadre d'accompagnement pour offrir une contention affective symbolique au sujet pour qu'il puisse avancer. Est-ce qu'on est face à une forme d'initiation nouvelle parce que voilà, il est disons, au monde ufologique, ou ancienne parce que c'est un schéma anthropologique qu'on retrouve depuis longtemps? Alors voilà une question à poser. Et spontanée, parce que ça leur arrive, mais elle peut être contrôlée ailleurs, puisqu'on retrouve ce type d'expérience racontée dans les sociétés traditionnelles. L'existence d'une altérité radicale semble engagée dans ces expériences, parce qu'il y a les marqueurs de choc autologique et puis d'autres phénomènes objectifs.
Cependant, derrière la scénarisation alien, la vraie nature du phénomène semble brouillée par des éléments psychédéliques. Jacques Vallée, qui est un ufologue, disait après 100 cas, on se dit que enfin, Jacques Vallée est un physicien. Après 100 cas d'études d'OVNI, on se dit que c'est extraterrestre. Après 1000 cas, on se pose la question sur la nature de la réalité. Donc ça, je l'ai dit, je passe. Le dernier point qui me semble important, c'est que si l'abduction, les rencontres rapprochées nous condamnent en quelque sorte à une étude après coup de témoignage, l'hypothèse d'intelligence exogène pourrait être facilement étudiée activement dans un cadre contrôlé, puisque les travaux de Rick Strassman ou Nestor Berlanda en Argentine pointent tous les deux le rôle central de la DMT dans ces rencontres. Les traditions amazoniennes, notamment, recourent à l'ayahuasca pour rentrer en contact avec ces mêmes intelligences depuis des millénaires. Aussi, pour terminer, les études avec la DMT ou d'autres inducteurs de transe, comme la transe auto-induite ou autre, pourraient être focalisées pour provoquer le contact avec des intelligences exogènes ou plus évoluées que nous, une sorte de projet SETI psy, et pourraient fournir le socle et la méthode pour, d'une part, confirmer ou infirmer l'hypothèse bouleversante de leur existence objective vs imaginaire, euh, répondre à la question est-ce que la rencontre resterait traumatique dans un cadre contrôlé, vs spontané dans les abductions, construire une forme, si c'était confirmé, disons, construire une forme d'exopsychologie, comme il y a une exobiologie, qui serait centrée sur la psychologie du contact avec des formes de conscience exogènes plus évoluées que nous et leur impact sur la psyché et étudier les propriétés de ces autres réalités en croisant évidemment dans une approche pluri- et transdisciplinaire. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez me contacter, j'ai mis mes coordonnées et comme je suis en formation ce week-end, désolé de ne pas être présent pour les autres interventions. Merci, Monsieur Dumont. Merci beaucoup. Voilà, il y a eu une petite incohérence dans le programme. Vous l'avez peut-être remarqué. La prochaine intervention de Monsieur Perret était prévue à 10h30, donc ça nous laisse de la marge, du coup du temps, un peu plus de temps que prévu pour les éventuelles questions dans le public. Alors, moi, de mon côté, là, je n'ai pas beaucoup de temps puisque comme j'anime une formation, on peut se donner 10 minutes encore. Écoutez, ça tombe bien, parce qu'il ne semble pas y avoir beaucoup de questions. Ça va très bien. Non, pas d'intervention. Si. Euh, Bonjour, merci pour votre intervention. J'ai une question à vous poser. Je voudrais savoir quelle est la démarche méthodologique que vous avez utilisée pour rendre compte là, de ce travail, parce que visiblement, il s'agit de récits et d'expériences aussi subjectives chez ces personnes. Donc, premièrement, la démarche méthodologique, le paradigme théorique dans lequel vous vous situez, dans quel, au niveau des paradigmes théoriques lesquels vous utilisez, et enfin, quelle différence vous faites entre cette expérience d'adduction et une expérience délirante qui peut être, dans un second temps, éventuellement traumatique et avoir un certain nombre d'effets pour la personne. Bon. Alors, au niveau méthodologique, d'abord, peut-être parler du contexte dans lequel j'ai reçu ces personnes. Au départ, c'était dans le cadre de l'INRES. Et puis ensuite, j'ai co-créé une association qui accueille des personnes qui témoignent vivre de ça. Et le premier, disons, euh, contexte ou le cadre méthodologique dans lequel je les ai accueillis, c'est un contexte, un cadre clinique, en fait, hein. C'est-à-dire, je ne me positionne pas comme un chercheur, mais comme un clinicien qui a donc reçu ces personnes, reçu leurs témoignages, et puis co-explorer avec elles leur expérience, en situant toujours le récit. Là, vous questionniez l'arrière-plan théorique, en fait. Donc, pour moi, il est plurithéorique, puisque je suis formé au départ à la psychanalyse, à la systémie, et puis aux états modifiés de conscience dans un contexte transpersonnel. Voilà, donc voilà ce que je pourrais vous dire, c'est-à-dire euh, euh, situer le récit à l'intérieur d'une dynamique psychique, d'une histoire, euh, et puis d'une structure psychique, quoi, hein, d'une psychodynamique, je dirais. Et
Ensuite, regarder quelle est la relation de la personne avec son récit, ça veut dire quelle est sa demande avec ça, mais aussi quelle est son utilisation du récit. Qu'est-ce que, dans un premier temps, ça lui fait? Qu'est-ce que ça lui a fait, cette expérience? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'elle en fait? Quelle relation elle a avec cette expérience? Est-ce qu'elle crée une relation délirante? Est-ce qu'elle est en questionnement? Voilà, quels symptômes elle manifeste suite à l'expérience? Est-ce que c'est lié à des souvenirs clairs? Est-ce qu'il y a une amnésie et qu'elle me rapporte quelque chose qui serait venu par l'hypnose et par des forums ou des entraînements sociaux dans des groupes ufologiques? Voilà, c'est l'ensemble du tableau de la personne qui est considérée.